Et bonsoir à vous Camille Pascal. Bonsoir Pierre. Conseiller d'État et auteur de nombreux livres, dont le dernier, Qu'est-ce que j'ai ri ? Mais qu'est-ce que j'ai ri en lisant La Reine du Labyrinthe chez Robert Laffont. Au début, je me suis dit, tiens, Camille Pascal nous fait encore un roman historique. Bon. Et puis après, je suis rentré dedans. Je ne l'ai pas lâché. C'est un page-turner. Amis lecteurs, ceux qui pensent qu'il faut absolument prendre, je vais pas citer de nom, mais les livres qui sont en devanture de gondole, là, avec les noms que, voilà, j'ai pas besoin de vous les dire. Et pour ne pas lâcher un livre, c'est faux. Vous prenez La Reine du Labyrinthe, qui est vous dites que c'est la vérité sur l'affaire du collier. Mais l'affaire du collier, c'est pas qu'il y a plusieurs versions, il y a une seule version. Donc après, je parle sous votre contrôle, mais il y a pas de différentes versions de l'affaire du collier. Ah bien sûr, il y a plusieurs versions. En tout cas, cette version-là m'a plu. La mienne, en tout cas, est nouvelle. Et en plus, il y a le fond et effectivement l'épilogue qu'on va pas révéler, qui est là. Mais c'est surtout la forme. C'est-à-dire que dans votre livre, tout le monde se fait cocufier. Tout le monde est foutu dans cette histoire. Il n'y a pas de gagnant. Et cette truculente Jeanne de la Motte Valois, qui est donc prétendument une descendante des Valois, qui le fait savoir, qui va faire des pieds et des mains, elle a une opiniâtreté. Elle ne lâche rien. Elle fait évidemment... penser à quelques personnages de la vie politique actuelle, on n'en dira pas plus, mais on la suit, c'est une croqueuse de destin. Et de diamants en l'occurrence. Bah oui, avec ce diamant, avec ce collier dont alors ça c'est encore une fois, tout est dans la psychologie du personnage, c'est la reine Marie-Antoinette n'en veut absolument pas de ce collier. Elle est simple, Marie-Antoinette. Elle devient simple. Elle dit qu'elle a abandonné les diamants. Mais elle dit qu'elle va pas porter une guirlande de Noël, qu'elle n'en a aucune envie, qu'elle n'a pas envie de ce genre de truc. Personne n'en veut. Alors finalement, cette affaire du collier, elle est là uniquement pour renchérir et avancer dans le monde pour cette Jeanne de la Motte qui a qu'une envie, c'est d'être à la cour et de vivre comme ses ancêtres. Oui, alors elle est authentiquement une Valois. Jeanne de la Motte ment sur tout le temps, en permanence, sauf sur ses origines. Ouais. Et ça, j'ai retrouvé dans le cabinet de Chérin, qui était le généalogiste du roi. Et croyez-moi, les généalogistes du roi de France étaient sourcilleux, et donc ils ont reconnu, elle descend d'un bâtard d'Henri II directement. Ça, il y a aucun problème. Et donc, et la branche dont elle descend, comme on dit en Normandie, est tombée en démence. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien, ils ne sont plus rien. Et cette femme est habitée par la souffrance du déclassement. Alors aujourd'hui, la littérature française nous parle de la souffrance des transfuges de classe. Réussir dans la vie est, semble-t-il, une souffrance. Ça me laisse pantois, mais enfin, si on en croit Annie Ernaux, que la France vous ait permis de filles d'épiciers de devenir agrégées de lettres, c'est douloureux. Bon, là, moi, alors donc les transfuges de classe, dans la littérature française aujourd'hui, il n'y a plus assez d'étagères pour les mettre, mais elle souffre de ce déclassement. Et elle ne supporte pas de voir à la cour des gens qu'elle considère comme moins bien nés qu'elle, y compris d'ailleurs des bâtards de Louis XIV, parce qu'elle est la branche au-dessus, et elle va avec une opiniâtreté, et alors... elle a un plan de bataille, hein. En fait... C'est à la fois une perverse et une mythomane. C'est-à-dire que... ça marche. Et ça marche. Parce que, en fait, elle a un plan sans avoir de plan. Et c'est tout le génie de l'escroc. C'est que ça vient un peu au jour le jour. Et il s'adapte en permanence. Il s'adapte à ses proies. Il s'adapte à ses proies parce qu'elle a rencontré le cardinal d'Oran. Mais comme un bon général, qui s'adapte aussi au devenir de la bataille et au changement de position de l'adversaire. Elle n'a pas de plan établi. Elle a une volonté farouche, c'est de devenir riche. Voilà. Et elle a trouvé un pigeon qui est le cardinal d'Oran. Ah mais quel pigeon! Mais quel pauvre homme! J'ai de pitié pour lui, je pleurais pour lui, j'avais envie de mettre des cierges pour lui tellement vous l'assassinez dans le livre. Alors en fait, les faits l'accablent. Les faits l'accablent. Oui, mais le cardinal de Rohan est un homme qui lui a une autre souffrance. C'est que la reine ne le regarde plus. Il est dans la disgrâce. Et quand un homme de pouvoir et un homme de cour est dans la disgrâce, je pense qu'il n'y a pas de plus grande douleur. Mais elle va, Jeanne de la Motte... Elle lui chante la chanson qu'il a envie d'entendre. Et c'est ça. Et elle lui fait des faux... par des stratagèmes. Elle entretient avec lui une fausse correspondance avec la reine. Mais oui.
et que lui les billets jamais... bleus et dorés sur le... Oui, Voilà. j'ai retrouvé même le nom du libraire qui vendait le papier à Jeanne de La Motte, parce que comme le procès a été retentissant, il a été très bien fait, et donc les archives sont incroyables. Sauf que Marie-Antoinette ne signait jamais Marie-Antoinette de francs. Bien sûr. Voilà. Et il est aveuglé en réalité, parce qu'il se voit peut-être devenir l'amant de la reine, mais il se voit surtout devenir Premier ministre. Il est cardinal, donc sous l'Ancien Régime, un cardinal, c'est le major de l'ENA. Il est fait pour être Premier ministre. Alors en tout cas, c'est amené avec un style. Et alors vos cliffhangers en bon français arrivent en fin de chapitre à chaque fois. Et à chaque fois, c'est admirablement bien écrit. Voilà. Pendant quelques jours à la cour, on ne s'entretint que du petit incident avec ses élans de sensibilité dont les excès étaient furieusement à la mode. Puis les conversations changèrent d'objet, comme les mouches finissent toujours par changer d'âne. Et tout est comme ça tout le temps. Voilà, je vais pas vous lire les 400 10 pages de votre livre, mais vous prenez un malin plaisir à assassiner le destin, en fait, d'une certaine manière, à chaque fin de chapitre. C'est ça qui est... Oui, alors... in coda venenum, disaient les latins. Hein, donc, c'est dans la chute que... Et donc... Mais vous avez le destin, par exemple. On va prendre un personnage qui apparaît, qui est une sorte de second rôle, mais qui va jouer son rôle important pour se faire passer pour la reine. C'est cette fille de joie qu'on trouve dans les bas-fonds du Palais Royal, qu'on va titrer parce qu'elle devient la baronne de Liva. Ouais. Alors elle s'appelait Jeanne. Alors c'est Nicole. Voilà. Jeanne ou Nicole. Jeanne ou Nicole, on ne sait pas très bien. Bon voilà. Et puis on l'a. Alors tout d'un coup, elle va voir le faste. On va l'habiller comme une reine. On va lui donner du chocolat chaud parce qu'il y a rien à bouffer. Donc il y a au moins du chocolat chaud. Mais enfin bon, elle n'y voit rien. Et puis, elle va quand même réussir à avoir un rôle dans tout ça. Elle a un rôle central. Puisque, alors, elle est très sympathique, elle est gentille, n'est pas méchante et très bête, disent les notes de police sur Nicole Leguet. Ça, c'est les vraies notes de police. Oui, c'est les notes de police. Et les notes de police avant, parce qu'elle était surveillée, comme toutes les prostituées. Et alors, au Palais Royal, il y avait les accrocheuses, qui étaient vraiment les prostituées qui faisaient du tapin et qui marchaient. Et ça, c'était des filles de bas étage. Et puis après, il y avait les prostituées qui se faisaient passer pour des femmes de qualité. Et celle-là était assise sur des chaises qu'elle payait. Et alors, pour renforcer son rôle... elle avait sa chaise. Et pour renforcer son rôle, elle se faisait prêter un enfant de 4 ans qu'elle gardait. Et tout ça était un jeu, et donc c'est le mari de Jeanne de La Motte, qui est alors un joueur, et qui est parce qu'il y a aussi des, des tables de jeu au Palais Royal. Au Palais Royal, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les boutiques en bas, à l'étage au-dessus les tripots, et après les chambres. Et tout ça, et donc ça a bien changé. Maintenant, il y a des appartements à 30 000 € le mètre carré. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on lui dit, voilà, la reine veut faire une surprise, elle veut se moquer d'un grand seigneur, vous allez jouer son rôle. Alors elle est complètement... Alors elle dit, mais comment il faut que j'appelle la reine, votre majesté, madame, là. On lui dit, non, la majesté suffira. Et elle arrive, elle, à Versailles, pour se jouer ça. Alors elle s'est habillée, la pauvre. Elle est allée louer des faux bijoux, etc. Et elle ressemble à rien. Rien. Et quand Jeanne de La Motte la voit, elle dit, non, c'est pas possible. Et là, le génie de Jeanne de La Motte, c'est que Jeanne de La Motte a vu la reine. Au salon. Non, la reine, elle ne l'a même quasiment jamais vue. Elle l'a aperçue, au moment où quand elle s'évanouit. Mais elle l'aperçoit. Mais là où le génie, c'est que elle est allée voir le portrait de la reine par Vigée Lebrun, où elle est représentée en chemise de nuit, ce qui a fait un scandale épouvantable, au point qu'on l'a retirée dans les premiers jours, et elle va habiller telle qu'elle. Et c'est ces phénomènes d'imitation permanente, de jeu de miroir un peu maléfique, qui va, au fond, emporter tout le monde. Et le pauvre Rouen arrive et alors elle s'inspire du tableau pour habiller la fille. Et elle s'inspire de la dernière scène du mariage de Figaro de Beaumarchais pour cette scène où on doit prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est Rosine et la comtesse. Et Rouen n'y voit que du feu.
que du feu, il perd sa chaussure en partant. Enfin bon, c'est extravagant. C'est extravagant, vous vous basez sur des faits réels et en même temps les faits réels en 2024 ou avant, puisque vous êtes conseiller d'État, vous avez travaillé pour le président de la République, vous avez travaillé pour un Premier ministre. Est-ce que finalement tout ça s'est éloigné ? Non. Ouais, c'est ça. Non, parce que la condition humaine est la même. Ouais. Bon, la douleur vis-à-vis de la perte du pouvoir est identique. Pourquoi est-ce que Bérégovoy se tire une balle dans la tête ? Pourquoi est-ce que Grossourd se tire une balle dans la tête ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des ministres disgraciés écrivent des livres ? Parce qu'ils souffrent. Parce que, mais non, mais on sourit, mais quand vous avez été réchauffé au rayon du soleil du pouvoir, vous êtes glacé s'il s'éloigne. En fait, vous n'avez plus aucun espoir. Aujourd'hui, vous avez le départ de Bruno Le Maire de Bercy. Vous verrez que l'éloignement... Alors, Bruno a cet avantage, c'est qu'il écrit. Ouais, je pense qu'il n'y a que l'écriture qui sauve. Ouais. À titre personnel, moi, je me suis mis à l'écriture quand on a perdu le pouvoir et qu'on a quitté l'Élysée en 2012. Parce que on vous arrache quelque chose. Alors après, il faut vivre avec. Mais Rohan, c'est la même chose. Pardon, mais des personnalités, on ne citera pas d'exemple, mais qui s'accrochent au pouvoir, qui sont prêtes à tout, à tous les stratagèmes, à toutes les stratégies pour approcher, avancer d'un rang, faire semblant, mentir. Vous avez une ancienne ministre qui dernièrement disait sa disponibilité sur tous les plateaux de télévision pour Matignon. Oui, mais voilà. C'est une sorte de Jeanne de la Motte. Oui, mais si jamais elle rencontrait quelqu'un qui pouvait l'assurer qu'elle allait lui obtenir un rendez-vous avec Michel Barnier, je pense qu'elle le croirait. Ben évidemment. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont que ça aussi dans la vie. Vous avez cité les ministres disgraciés qui écrivent un livre pour potentiellement revenir dans le jeu politique. Ça, c'est un petit peu l'histoire de la vie. Et c'est, à mon avis, le problème, c'est que vu notre classe politique aujourd'hui qui n'a plus que ça, aujourd'hui, ceux qui veulent devenir ministres, ce sont ceux qui sont députés depuis 15 ans, qui n'ont ni la passion de la fonction publique, qui n'ont ni la passion de la lecture ou qui n'ont jamais fait d'autres métiers. Et c'est aussi peut-être ça qui tue notre vie politique. Oui, mais le courtisan, il n'a jamais rien fait d'autre dans sa vie. Le cardinal de Rohan, il est Rohan. Ouais, il est grand aumônier. Oui, puis il a hérité. Il a hérité d'ailleurs d'une fortune qu'il a complètement dilapidée, sans parler de son cousin. Alors lui, le cousin. Non, là, ils n'ont pas eu de chance. Les Rohan, sur la fin du XVIIIe siècle, ils se sont Mais est-ce que vous diriez, puisque tout ça se passe effectivement du temps de Louis XVI, que finalement rien n'a changé ? Non, rien n'a changé. On a décapité un roi, il y a 200 ans d'histoire qui nous séparent, et puis finalement, la société bis française, repetita, le budget de l'Élysée a explosé. Regardez les résurgences révolutionnaires auxquelles nous assistons. Oui. Qui aurait pu croire qu'on brûlerait ou qu'on pillerait l'Arc de Triomphe ? Écoutez-moi, il y a une chose qui m'a frappé. Vous avez une minute pour conclure. Il y a 6 ans, je sors un livre qui me vaudra un grand succès, le prix de l'Académie, etc., qui est L'été des 4 rois, qui raconte la Révolution de 1830. Ce livre sort en 2018. En août 2018. En novembre, décembre 2018. Je suis devant ma télé. Qu'est-ce que je vois ? Des émeutiers qui essaient d'arracher les grilles du palais des Tuileries. Oui. Où il n'y a plus de palais depuis 150 ans. Non mais, et là je me suis dit, mais notre pays est profondément historique. Est profondément historique. Les Gilets jaunes n'ont pas fait un master de droit. D'histoire. De droit. Mais de là à se précipiter sur les grilles du palais qui a été attaqué en 1792. Mais les symboles restent, Camille Pascal. Et puis le peuple n'a jamais tranché sur tout ça. Dans un pays historique, les symboles restent. Camille Pascal, la reine du labyrinthe, c'est chez Robert Laffont. Précipitez-vous, c'est absolument truculent. Merci beaucoup. Merci à vous. Camille Pascal d'avoir été avec nous.